Bonjour à tous, bienvenue à cette première masterclass. Alors aujourd'hui, on va parler de whisky, avec la famille Giraud. Pour rappel, qui a quand même, on va dire, une famille qui est ancrée dans le monde du whisky depuis un petit moment. Il y a eu la tonnellerie à une époque, il y a eu de l'embouteillage indépendant, il y a eu aussi de la distillation maintenant à whisky. Donc on va pouvoir parler pendant 30 minutes de justement comment on crée un whisky et tous les concepts qu'il y a autour. Merci bien. Bonjour tout le monde. Ravi de vous connaître. On a 30 minutes pour vous parler de la maison Giraud. Et si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésitez pas. Je suis Philippe Giraud, le fondateur d'Alfred Giraud. Mais en réalité, je viens d'une famille qui est dans les spiritueux depuis très longtemps. Nous sommes cognassés d'origine, depuis toujours. Nous étions tonneliers au 19e siècle, donc jusqu'en 1910, tonneliers de père en fils. Et en 1910, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Louis Giraud, a rejoint une petite maison de cognac, qui à l'époque était petite, qui est devenue une grande, qui est la maison Rémy Martin, donc qui est devenue une grande maison, pour travailler dans les chais et s'occuper des eaux de vie. Donc de 1910 jusqu'à sa retraite en 1924. Il a formé son fils Alfred, qui a été maître de chais de cette maison jusqu'en 1960, qui a formé son fils euh, André, qui a été lui maître de chais jusqu'en 1990. Ensuite, la quatrième génération, mon père a également travaillé dans la même maison. Il n'était pas, maître de chais, mais il y a dédié toute sa vie. Et j'ai moi-même très brièvement travaillé pour le groupe Rémy Cointreau avant de rejoindre en fait en 1995 un groupe écossais de whisky, William Grant Sons, pour lequel j'ai travaillé 9 ans, donc Glenfiddich, Balvenie et d'autres marques. Donc c'est vraiment l'histoire d'une famille cognacèse qui est passée au whisky. C'est moi qui ai fait cette transition. J'ai travaillé 9 ans donc, pour William Grant, découvert le whisky. Je suis plus un homme de whisky qu'un homme de cognac. En 2004, j'ai créé ma société. Et en 2012, je suis revenu vers ma famille pour développer un projet familial ambitieux qui était de créer le premier whisky français avec une vision vraiment très qualitative et très long terme, comme nous l'avions fait pendant près de 100 ans dans une maison de cognac. Donc avec une stratégie produit à 30, 40 ans, c'est-à-dire que nous travaillons aujourd'hui sur des produits que nous vendrons dans 30 ou 40 ans. Nous avons commencé en 2012 sans distillerie, en achetant les meilleurs distillats de France que nous amenions à Cognac et que nos deux maîtres de chais à l'époque, Georges Clos et Gaëtan, Gaëtan est maintenant notre maître de chais, mais on avait commencé avec deux maîtres de chais, assemblés. Et puis très rapidement, on s'est dit, pour développer un grand whisky français, il faut absolument que nous contrôlions tout. Et une des grandes spécificités d'Alfred Giraud, c'est qu'aujourd'hui, nous contrôlons tout. Gaëtan va vous expliquer. Nous ne sommes pas propriétaires de champs d'orge. Par contre, nous sommes propriétaires d'une malterie unique en France, probablement unique en Europe. Et nous sommes un des très rares en France à être propriétaires d'une malterie. Moulin, brasserie, distillerie en partenariat avec une famille cognacèse de distillateurs reconnus. Nous avons même une opération forestière dans le Limousin où nous abattons nos chênes, nous faisons la fente, nous faisons nos douelles que nous laissons sécher à la propriété pendant un long moment pour pouvoir ensuite faire nos propres fûts. Et nous utilisons des fûts, en particulier de très vieux cognac, que nous avons parfois depuis longtemps chez nous. Donc, c'est un modèle unique, très qualitatif. Nous produisons des toutes petites quantités, car le goulot d'étranglement, c'est l'accès à des fûts exceptionnels. Mais Gaëtan va vous en dire plus, et maintenant vous parler de ce que nous faisons. Merci. Je suis Gaëtan Mariol, je suis donc le whisky maker d'Alfred Giraud. Je connais la famille Giraud depuis très longtemps. J'ai eu la chance, j'ai travaillé dans ce même groupe dont Philippe parlait pendant 15 ans. Et j'ai eu la chance d'être formé d'abord par André Giraud, qui était le dernier Giraud à être maître de chais de la maison Rémy Martin, et son successeur Georges Clos. Évidemment, quand vous travaillez dans une maison comme ça, vous apprenez beaucoup de choses. Et merci à eux, parce que si je suis là en train de faire ou d'élaborer les produits Alfred Giraud aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je voulais leur rendre hommage.
Et on apprend surtout quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que quand un maître de chai fait un produit comme le Louis XIII, vous savez qu'il ne le fait pas pour lui, il le fait pour les générations suivantes. Et c'est pour ça que quand on a parlé avec Philippe au départ de réaliser un des meilleurs whisky français, malt whisky français, je lui ai dit, moi je ne viens pas ici pour faire du 3 ans tous les ans, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision à 30 ans, et c'est vraiment une philosophie que l'on partage tous les jours, c'est très demandeur et très exigeant pour toutes les étapes que l'on a à faire. Donc, comme disait Philippe, on intègre la totalité de la chaîne à l'heure actuelle, et d'abord l'orge, évidemment. L'orge, on a, suite au partenariat avec notre distillateur et l'intégration de la chaîne, on a passé des contrats avec des coopératives importantes, principalement une coopérative de l'Aube, et puis une autre coopérative en Charente-Maritime, à Saint-Jean-d'Angély, pour le bio. Mais d'abord sur la coopérative de l'Aube qui fournit 75% de nos orges. Donc nous avons des orges françaises. On peut garantir l'origine des orges françaises. Et nous travaillons sur des types d'orges différents aussi. On prend pour la plus grande partie l'orge qui est la plus usitée dans le distilling et pour le whisky à l'heure actuelle, mais on fait des essais aussi sur d'autres types d'orge pour voir s'il y a des possibilités de progression dans le goût. Donc cette traçabilité, un whisky à la française, pour nous, c'était quoi? C'était quand on a posé la question et qu'on a travaillé avec Philippe. Pour nous, c'était l'expression de ce qu'est vraiment la France à l'étranger, c'est-à-dire c'est vraiment la précision à chacune des étapes, c'est l'équilibre, la finesse, l'élégance et évidemment, Philippe s'est occupé du packaging, donc c'est la présentation de tout ça dans un packaging où tout est sublimé, mais moi je m'occupe que du liquide. Donc j'ai pas mal de pression sur le liquide pour délivrer quelque chose qui est à la hauteur des exigences du projet en lui-même. Donc l'orge, c'est très important et nous avons des contrats avec cette coopérative qui nous permet d'identifier l'origine de l'orge sur la totalité des fermes. Donc on a un groupe de fermiers qui nous fournit l'orge et donc nous avons un cahier des charges qui était précis au niveau de la taille du grain d'orge, de la façon dont ça doit être filtré pour avoir les bonnes tailles. Et puis deuxièmement, après, sur les conditions de récolte, de stockage, parce que c'est très important, la partie dormance sur l'orge est très importante. Et puis après, nous passons à la partie malterie. Donc la malterie, nous sommes copropriétaires de la malterie des Hauts-de-Vosges, qui est une malterie qui a été créée par Christophe Dupic, le propriétaire de la maison Roselière. Et donc, on a, évidemment, dans le whisky français, on a des échanges avec tout le monde, mais très vite, quand Christophe nous a présenté son projet de malterie, on a toujours voulu être coacteur avec lui, et donc on est rentré famille Giraud et nous sont rentrés dans le capital de la malterie pour, encore une fois, maîtriser la chaîne de production à partir de l'orge et la malterie. Donc nous avons des études très précises des lots d'orge, puisqu'on suit évidemment par lot, des lots d'orge qui doivent rentrer dans la malterie au départ pour définir comment la machine qui assure la malterie qu'on voit ici en gros plan, qui est un système continu qui est unique au monde et qui est petit tonnage parce qu'on fait à peu près 1000 tonnes pour l'instant, qui sont utilisés par Roselier et par Alfred Giraud. Et ce processus, qui est un processus, un processus sur 4 jours, suit normalement le processus d'une malterie normale, c'est-à-dire l'humidification du grain, et puis pour aller jusqu'à un taux d'humidité, puisqu'on réhumidifie le grain qui a dormi et dont on réveille les composants, et puis après, pour aller jusqu'à la partie séchage et touraillage, qui est la dernière partie pour obtenir le meilleur grain. Donc on analyse, avant de traiter les lots, on analyse la totalité des lots pour pouvoir savoir comment on doit régler la machine. Donc les grains, une fois qu'ils sont... Alors simplement au niveau bio, il y a 25% de notre production qui est fait à partir de grains de la coopérative de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime, plus proche de nous, qui sont maltés aussi à la malterie dans les Vosges et qui sont après, qui suivent le processus évidemment par batch à l'intérieur de la brasserie et de la distillerie. Donc la distillerie de Saint-Palais, comme le disait Philippe, la famille No a été choisie comme partenaire parce que c'était des gens d'abord qui avaient une vision
qui avaient une volonté de développer une activité whisky. Deuxièmement, ils avaient une vision plus large que la distillation du cognac. Vous savez que le cognac, ça se distille de fin septembre, à la récolte des vendanges, jusqu'au 31 mars. 31 mars, c'est terminé, on ne peut plus distiller. Donc, ils ont des outils qui ne sont pas utilisés pendant une grande partie de l'année. C'est pour ça qu'on n'était pas inquiet, qu'on savait qu'on trouverait un producteur, un distillateur, qui permettrait de distiller nos mous et nos bières que nous faisons avec notre brasserie. Donc, la première chose qu'a fait Julien No, c'est de construire une brasserie qui est une brasserie un peu révolutionnaire par rapport à la méthode de filtration, surtout. Les cuves d'empâtage sont à peu près le même système qu'en Écosse, avec de l'eau et des paliers différentes températures, mais la filtration ne se fait pas par décantation, elle se fait par l'envoi du mou dans un filtre presse, qui est un long filtre qui fait vingtaine de mètres de long, dans lequel il y a 37 filtres différents. Donc le jus passe au travers de ça pour extraire la partie aromatique qui permet d'avoir plus d'arômes que dans une filtration par décantation, simplement. Donc ça nous permet de mieux maîtriser cette filtration et de mieux contrôler les arômes. Et ce mou, après, les drèches sont séparées et sont envoyées pour nourrir le bétail local. Et le mou est envoyé dans des cuves de fermentation avec maintenant des spécificités, c'est-à-dire que les ferments que l'on utilise sont particuliers en fonction du type de distillat que l'on veut. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la distillerie, on a plusieurs types de distillats. Donc, nos single malt que l'on fera certainement un jour seront des assemblages toujours, parce que notre particularité, c'est de savoir assembler et de faire mieux, de faire que 1 et 1 n'égale pas 2, mais plus que 2. C'est toujours le principe de l'assemblage. Donc, à l'intérieur de la brasserie, c'est principalement un marteau, une mouture à marteau qui nous permet de contrôler la finesse de la mouture. Et après, cuve d'empâtage, filtre presse et cuve de fermentation. Et après, on est prêt pour la distillation. Donc voilà les cuves de la brasserie. Et voilà la distillerie. Donc distillerie, c'est la distillerie typique charentaise, double distillation, petite quantité de 1500 litres. Donc ce sont des alambics de petite quantité qui permettent toujours d'avoir la quintessence lors de la distillation des meilleurs cœurs, parce que c'est moins important. Donc c'est un travail plus long, mais qui nous permet d'avoir toujours une meilleure qualité dans tout le process. Sur les différents types de distillats que l'on a, on a des process de distillation qui sont différents, on n'a pas les mêmes coupes, et même la famille No, qui était des grands distillateurs, il y a eu un apprentissage du process de distillation et des coupes dans le whisky qui était assez différente du cognac et qui nous permet de progresser beaucoup dans la qualité de nos distillats. Alors là, vous avez, en premier verre, vous avez un distillat que je vous ai préparé pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de goûter des blanches, quel est le côté aromatique que l'on peut avoir dans un distillage. Vous n'avez pas les 2 ou 3 distillages, j'en ai mis qu'un, parce qu'on est limité dans le temps, donc volontairement j'ai choisi un distillat qui est très représentatif de ce qu'on fait, qui est le distillat qui est plutôt sur la partie agrumes de ça. Donc c'est à 62 degrés, donc si vous voulez vraiment le goûter, vous pouvez le réduire avec un peu d'eau. Le réduisez pas trop brutalement, parce que les arômes s'écrasent. Dès qu'on fait des réductions rapides, on écrase trop le produit. Donc ça, c'est un principe aussi qu'on connaît bien en Charente et que tous les gens spécialistes des spiritueux connaissent. Donc voilà, donc ce distillat vous montre comment déjà on est vraiment sur le fruit et la matière première que l'on a pour pouvoir travailler. Moi, je suis content de pouvoir maîtriser maintenant les distillats parce qu'on a fait beaucoup de progrès et on a une matière qui est beaucoup plus qualitative. On a des très bons distillats sur le marché, mais on fait nous ce qu'on veut et on ne fait pas ce que les autres nous vendent. Mais ceci dit, comme on est un assemblage de triple malt dans les produits signature d'Alfred Giraud pour l'instant, si on a assemblé plusieurs malts, c'est qu'on pense que chacun peut apporter quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on travaille sur plusieurs types de distillats chez nous. Alors évidemment, on a des distillats, mais après on a des recettes. On a des recettes de fûts. Et ce qui était la particularité d'Alfred Giraud, c'est d'utiliser des ex-fûts de cognac. Mais pas simplement, ce n'est pas du finish qu'on fait, on fait de l'élevage.
Moi, je suis pour l'élevage, je ne suis pas pour le finish. C'est un principe parce que je sais que dans le vieillissement, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Le finish, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, on parle de passage en plusieurs fûts successifs. Et pour moi, ça marche. Mais si on veut travailler sur la longueur, on a besoin de laisser le temps au temps. Donc, les vieux fûts de cognac, c'est la sélection des vieux fûts de cognac qui change. C'est des vieux fûts de cognac, des très vieux et des extra vieux. Okay, donc ça, c'est la particularité qu'on retrouve dans le goût de nos produits. Et puis, comme on a besoin de structurer, comme dans un parfum, on a besoin de structurer le produit, on met un petit peu de fût neuf, principalement du chêne français et un tout petit peu de chêne américain. C'est un peu plus compliqué que ça maintenant dans nos formules, parce que comme on va vers des distillats différents, on va vers des recettes d'élevage différents. Et on a les recettes d'élevage pour le long terme, comme vision à 35 ans, ceux qui vont rester en stock. Et là, on est plutôt sur des grains fins de chêne français et toujours des ex-cognac. Sur le plus court terme, qui n'est jamais un très court terme chez nous parce qu'on ne sort pas de 3 ans, c'est plutôt des gros grains et un peu de chêne français et un tout petit peu de chêne américain pour le côté aromatique. Donc là, vous avez en deuxième verre, notre produit qui est un peu le tribut à la famille Giraud, qui est le produit héritage, qui est vraiment la première formule qu'on a établie. Parce que moi, j'ai été formé par André Giraud, je le disais tout à l'heure, mais aussi par Georges Clos, qui nous a accompagnés au début du projet et avec qui j'ai partagé ses connaissances et ça a été très précieux pour moi dans l'élaboration du projet au départ. Donc, héritage, c'est exactement le résultat de la recette que l'on obtient par cet assemblage des fûts ex-cognac, des fûts neufs, chêne français et un petit peu de chêne américain. C'est-à-dire, dans l'objectif que j'avais donné, suivant la roue de goût qu'on avait fixée, la recette a été celle-là qui est ressortie, et c'est ça qu'on a essayé de faire en vrai, et on a laissé le temps. On a commencé en 2019. J'avais la chance de pouvoir avoir acheté quelques whiskies en 2012. Pardon, on a commencé en 2012. J'avais la chance de pouvoir avoir acheté des whiskies en 2012, qui nous a permis de commercialiser le produit en 2019. Donc, on a laissé ce temps. On n'a pas dit à 3 ans et 1 jour, on va commercialiser le produit, parce qu'on avait cette position de produit qui était une position long terme. Donc, héritage. Voilà, au nez, c'est quelque chose qui est très complet, qui est quelque chose où on sent l'âge, la complexité des choses. En fin de nez, il y a ce côté fruit confit qui arrive, qui est donné principalement par les fûts de cognac. Et donc, on a quelque chose qui est assez abouti. Et quand vous le mettez en bouche, on a ce côté aromatique qui arrive, qui est très long. C'est un whisky très long, c'est un whisky gras, comme on sait les aimer dans des produits qui sont vieillis. Donc le temps a donné la stabilité des molécules. Il y a une particularité aussi que l'on utilise, la différence que l'on fait chez Alfred Giraud, c'est l'application des méthodes cognacaises au vieillissement du whisky, c'est-à-dire réduction lente. Tous les lots sont assemblés tous les ans, c'est-à-dire qu'on prend par lot, on pompe dans les fûts, on les met en unité d'assemblage, on les remet dans les fûts. Et on en profite pour réduire le degré lentement pour aller vers le degré de commercialisation sans brutaliser les molécules. J'ai des souvenirs d'André Giraud qui me disait qu'il avait, à la demande de son patron, réduit un très beau lot de Grande Champagne et qu'il avait réduit de 15 degrés trop brutalement et qu'il avait mis 25 ans pour récupérer la qualité du produit. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte pour aller doucement vers la qualité. Des commentaires sur héritage ? Voilà, donc on n'a malheureusement pas beaucoup de temps aujourd'hui. On ne peut pas vous faire déguster de la totalité de la gamme, mais elle est disponible sur notre stand. Évidemment, ce qui compte, derrière, c'est toutes les explorations qu'on fait avec les fûts, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie, il y a la recette de base, et puis en parallèle, toujours en élevage, il y a tout ce que font tous les fabricants de whisky, mais nous, on travaille en élevage pour pouvoir choisir les meilleurs fûts, que ce soit des bois, des vins, des ex-vins. En général, je choisis toujours des partenariats avec des viticulteurs dont je bois le vin et avec qui je peux définir la procédure d'approvisionnement des fûts, parce qu'on a besoin de vidanges fraîches, des fûts non soufrés
et qui sont remplis très vite à la distillerie pour avoir la quintessence de l'assemblage de nos distillats avec les fûts. Et puis, on fait de l'élevage en parallèle. C'est-à-dire qu'on a un certain pourcentage de nos distillats qui sont dans ces fûts-là, et après, on va piocher dedans pour faire les assemblages. Okay. Donc, dans nos recettes de base, on est toujours dans les recettes, dans les produits signatures qui sont héritage et harmonie. On travaille toujours avec ex-fût cognac et puis un mélange pas très important de fût neuf, mais juste pour donner la structure et le squelette. Pour le reste, on essaye de travailler donc sur. Il y a 3 solutions avec les essais que l'on fait. Ça donne rien, donc il faut recycler les eaux de malt ou les whiskies. C'est intéressant, on s'en sert de bonificateur, et c'est très intéressant, et ça devient un produit par lui-même. Donc le 3e produit que vous avez, bon, voilà la gamme. Donc Héritage, c'est le premier que vous avez goûté. Harmonie, vous pourrez le goûter que sur notre stand. Harmonie, c'est un triple malt, triple fût, mais dont le troisième malt est légèrement tourbé, dont on a un petit côté fumé dans Harmonie. Et Voyage, qui est le 3e verre ici. Alors je vais vous raconter Voyage parce que c'est le bébé, je dis toujours que c'est le bébé du confinement, c'est mon bébé du confinement. Il était un peu compliqué à mettre au point, parce que ça fait partie des essais qu'on a fait. Fût de Robinier, discussion avec notre tonnelier qui nous dit tu devrais essayer les fûts de Robinier. J'ai dit ok, ouais, bon, ça donne quoi, comment ça. Ok, d'abord il m'a dit acacia, donc je lui ai dit c'est pas les acacias, c'est du faux acacia, c'est du Robinier. J'ai dit ça commence bien, si tu me trompes comme ça au départ, on est mal barré. Et donc on a mis 2 fûts, hop, on met du distillat dedans, on attend, on goûte. Intéressant au niveau aromatique, un peu dur. 2e année, on achète 4 fûts parce qu'on continue le process. Si on arrête le process, on est foutu pour constituer un produit. Et l'année d'après, 8 fûts. Et là, on commence à se poser des questions parce qu'on commence à avoir beaucoup de fûts et on se dit il faut qu'on trouve une solution. Voilà. Donc, il fallait que je trouve quelque chose et je n'arrivais pas à trouver quelque chose pour l'assembler. Et là, dans la semaine, j'avais dégusté nos premiers distillats de la distillerie de Saint-Palais qui étaient vieillis en fût d'ex-Grand Sauterne. Et dans la nuit, je me suis dit, mais la recette va marcher. La recette va marcher, il faut que j'associe ça avec les ex-fûts de Grand Sauterne, non pas pour mettre du sucre dans quelque chose qui avait un peu d'amertume, mais pour trouver toujours... Vraiment, notre symbole, c'est l'équilibre et la longueur. Donc, c'est de trouver vraiment une recette qui fonctionne complètement et d'avoir des molécules qui sont bien associées pour avoir quelque chose qui... Et là, ça donnait quelque chose de différent. Donc, on est sur un produit qui est absolument unique sur le marché du whisky, parce que ça n'a pas été fait dans le whisky. C'est pas pour ça que je l'ai fait, c'est le résultat d'un essai. On a trouvé ça assez intéressant avec Philippe. J'ai proposé la maquette à Philippe. Il a dit ça devrait marcher, ça devrait intéresser nos clients. Et c'est comme ça qu'on est allé plus loin. La première année, en 2020, on n'a sorti qu'un seul fût. On a sorti 2 fûts l'année d'après et les 4 fûts cette année. Mais on est en train de le mettre à notre catalogue comme référence permanente. Donc il faut simplement laisser le temps parce que le nombre de fûts qu'on a créé à un moment donné, c'est ce qu'on a comme disponible pour la commercialisation. Donc on est sur quelque chose de complètement... C'est une première, hein. C'est le premier whisky dans l'industrie du whisky vieilli en fût de Robinier. Ça n'avait jamais été fait parce que très difficile à contrôler. Et on ne peut le faire que parce qu'on produit des toutes petites quantités. Un seul fût lors de notre première release en 2020. Donc très, très compliqué. Donc voilà, donc on est sur quelque chose, moi j'ai l'habitude de dire sur ce whisky, au départ on a plus de notation de fraîcheur, d'herbe fraîche, un peu comme on le trouve au printemps, et puis très vite c'est entouré de cette gourmandise que donnent les fûts de Sauterne. Donc c'est pas quelque chose que j'ai vraiment dosé finement le Sauterne pour pas avoir quelque chose qui soit comme on le trouve, parce que souvent le Sauterne est utilisé pour sucrer des produits et pour avoir quelque chose qui est séduisant en bouche. C'est pas ce que je voulais, c'est toujours trouver l'équilibre. Donc c'est vraiment très très fin comme assemblage. Je ne vais pas vous donner toutes les étapes, mais c'était assez compliqué d'arriver. Maintenant, on a une recette qui est à peu près établie. On a créé nos roues de fût de Robinier, parce qu'au départ, je suis parti avec des neufs. Donc, c'était un peu plus compliqué, parce que ça donnait plus d'arômes. Donc, on a réussi à stabiliser la coupe et commencer à bâtir les choses pour pouvoir faire des coupes futures beaucoup plus importantes au niveau de voyage. Voilà. Alors,
comme on a très peu de temps et qu'on arrive à la fin du temps imparti, on a encore un peu de temps pour discuter après. Je voulais simplement vous faire une grande surprise. Les gens qui ne sont pas là la manqueront parce que ce n'est pas quelque chose qu'on déguste sur le stand. C'est notre première série limitée. Alors, je ne sais pas si on a une photo là. Non, on l'a pas. Si. Je ne sais pas. Voilà. Si. Là, voilà. Pardon. Voilà. Donc, on a Intrigue, qui est le premier produit que j'ai fait complètement à partir de fûts de vin. Donc, ça fait partie de nos essais, de tous nos essais d'innovation. Et Philippe m'a dit l'année dernière, est-ce que tu pourrais nous sortir une première série limitée pour Alfred Giraud? Voilà, on va sortir quelque chose de très qualitatif, encore plus qualitatif que ce que l'on fait sur les produits normaux. Donc, vous avez la chance de déguster Intrigue. Vous n'en avez pas beaucoup parce qu'il y a 805 bouteilles. Et je vais vous expliquer juste rapidement l'histoire d'Intrigue. Au départ, c'est des distillats que j'ai mis en fût d'ex-Sauvignon de Bordeaux. Pas les premiers grands vins de Bordeaux en Sauvignon, mais on sait qu'à Bordeaux, on fait... Moi, je suis quelqu'un du vin aussi, en même temps que les spiritueux, donc c'est quelque chose que je connais assez bien. Mais c'est des très bons Sauvignons de Bordeaux. Et le distillat évoluait extrêmement bien à l'intérieur de ces fûts. Tous les ans, je savais que je ferais quelque chose de ces fûts-là. On n'avait pas beaucoup de fûts. Mais quand j'ai présenté ça, à la demande de Philippe, j'ai présenté ça au comité de dégustation, ils m'ont dit « Gaëtan, c'est pas assez bon pour Alfred Giraud, il faut que tu fasses mieux ». Bon, j'avais un peu la pression. Sur la table, il y avait 6 produits qui étaient nos meilleurs whisky. Donc déjà, quand vous vous faites retoquer par le comité de dégustation, vous êtes un peu motivé, un peu piqué au vif. Et la cinquième proposition que j'avais sur la table, c'était ce que je pensais devenir notre meilleur fût pour une série limitée. C'est un jour, j'ai trouvé un fût qui m'avait donné vraiment des frissons quand je l'ai senti. Et j'ai dit à Juliano, je veux ce fût. Il m'a dit, c'est très cher. J'ai dit, c'est pas grave, je me débrouillerai avec Philippe. C'est pour la qualité du produit. C'est vraiment important pour la marque d'avoir des fûts de cette qualité-là. Donc ça, la chasse au fût et au très grand fût, ça fait partie de mon métier. Et donc, ce fût-là, j'ai mis mon meilleur whisky dedans. Donc je m'étais dit, pas de problème, ça va faire une série limitée extraordinaire. Sauf que le fût était tellement exceptionnel qu'il a pris le dessus sur le whisky. Ça arrive, c'est comme ça. Donc ça ne pouvait plus devenir une série spéciale et c'est devenu un bonificateur. Voilà. Et donc j'ai eu l'idée d'associer les deux, les ex-fûts de Sauvignon avec ce fût que je ne dévoilerai jamais. Et c'est pour ça que le produit s'appelle Intrigue, parce que j'ai toujours voulu garder le secret sur ce fût-là. Donc vous avez la chance de déguster Intrigue, il y a 805 bouteilles et il n'y en aura pas d'autres. On est à 51... Et à 51,7, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un brut de fût, mais c'est au degré d'assemblage. C'est-à-dire que les deux types de fûts que j'ai assemblés, suivant la proportion que j'ai faite, a donné 51,7 et je les ai laissés comme ça. Parce que je pensais que c'était là où s'exprimait beaucoup le produit. Donc rien que pour ça, ça valait le coup d'assister à la masterclass. J'espère que vous avez appris des choses. Est-ce que vous avez des questions? Celle-là à votre disposition avec Philippe pour vous répondre, parce que voilà, on est une marque ancienne par rapport au whisky français parce qu'on a commencé en 2012, mais on est une marque jeune sur le marché. Donc on a un peu de déficit de notoriété. On essaye de faire... Nous, notre théorie, c'est que chacune des étapes à la française est importante pour pouvoir apporter un résultat qui est encore meilleur. C'est ça notre philosophie. Est-ce que vous êtes amateur de whisky français en général? Ou vous découvrez Oui. Oui. Vous avez des maisons que vous connaissez bien ou... Oui, bien sûr, avec qui on est associé donc dans la malterie. Ouais. La malterie nous appartient tous les deux. Et c'est un outil vraiment unique, la malterie, avec beaucoup de brevets déposés sur la malterie. Et la malterie est unique en Europe, en fait, avec une malterie qui travaille en continu 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elle ne s'arrête jamais. Et elle ne malte que pour nous et pour Roselier, 1000 tonnes par an. Donc un processus très lent qui dure 4 jours, de succession de tunnels.
on met notre orge en début de tunnel et 4 jours plus tard, notre orge ressort maltée, séchée, nettoyée, avec, comme le disait Gaëtan, chaque lot à l'entrée de la malterie, une analyse chimique de l'orge pour déterminer en fait la proportion de protéines dans les grains, dans les lots, par rapport à la proportion d'amidon, et donc pouvoir ajuster le processus de maltage au lot que nous maltons. Donc ça nous permet non seulement de tracer l'origine de notre orge, parce qu'en réalité, avant la malterie, nous achetions de l'orge, on la confiait à des malteurs indépendants, qui maltait l'orge, nous la rendait en disant faites-nous confiance, c'est votre orge, mais on n'était pas toujours persuadé qu'en fait que c'était notre orge, parce que cette orge était parfois mélangée dans des gros silos, et en fait on perdait la traçabilité de l'orge. Donc on a eu un double objectif de pouvoir assurer la traçabilité de l'orge jusqu'à la ferme, et également de pouvoir personnaliser vraiment le processus du maltage, non seulement pour nos orges par variété, mais en fait par lot. C'est un processus unique. Nous sommes probablement les seuls en Europe à pouvoir faire ça. Donc c'est important pour l'impact qualité. Il y a beaucoup de choses que l'on fait. L'histoire de réduction lente, mais peut-être que Gaëtan, tu peux expliquer une spécificité d'Alfred Giraud. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, on assemble tous les lots par lot, bien sûr. Ce n'est pas pour faire un gros lot. On a des lots qui sont identifiés. Comme vous avez compris, on a plusieurs types de distillats. Donc d'abord, on le fait par des distillats. Il y a une recette d'élevage de bois qui reste la même pendant 4 ans. Et après, on travaille sur des assemblages entre ces distillats, entre ces lots. Mais d'abord, tous les ans, chacun des lots est assemblé. C'est-à-dire qu'on pompe ces lots dans les fûts, on les met dans les cuves d'assemblage et on les remet. Et on profite pour avoir une diminution du taux d'alcool, puisqu'on enfûte en fait à 62 degrés, on distille à 72. Vous dégustez là quelque chose qui est à 62 degrés, donc qui est au degré d'enfûtage. Et puis après, tous les ans, on baisse le degré de façon régulière, de façon à ne pas avoir de réduction brutale. Parce que c'est ça, les molécules, quand vous les entrechoquez, vous le payez derrière. C'est-à-dire qu'une réduction, si vous passez de 60 degrés à 45, juste 3 mois avant la mise en bouteille, c'est quelque chose de violent. Et quelquefois, vous arrivez à récupérer un peu en bouteille, parce qu'on dit que les spiritueux n'évoluent pas en bouteille, ça évolue principalement en fonction de l'air que vous avez dans la bouteille. Donc ça évolue quand même dans la bouteille. Une bouteille qui est ouverte depuis 6 mois n'aura pas le même goût qu'une bouteille que vous ouvrez. Donc, mais ces réductions lentes, ça permet d'avoir cette douceur dans nos assemblages, c'est le fait que les molécules soient bien assemblées, de ne pas avoir des strates qui arrivent en dégustation, où vous sentez d'abord le côté aromatique, puis le bois qui arrive. Donc c'est quelque chose qui est très uni. Et on travaille, j'ai beaucoup travaillé avec des grands chefs, on travaille un peu à part que le temps, ils n'ont pas ça. Eux, ils font leurs recettes, ils font les assemblages, ça va être comme ça. Nous, on doit travailler en plus avec le vecteur temps pour savoir ce que ça va donner dans le temps. C'est pour ça qu'on met dans les recettes de bois qui doivent être travaillées pour le long terme, on met que du chêne français et du chêne grain fin. Parce que c'est l'élégance dans le terme et on en met juste la bonne proportion pour pas que le bois ressorte avec l'âge. Alors, la raison pour laquelle on peut faire ça, ce processus de réduction très lent, c'est parce qu'on produit des toutes petites quantités. En fait, pour nous, le goulot d'étranglement, c'est pas la malterie, c'est pas la distillerie, c'est facile de malter ou de distiller plus. C'est vraiment l'accès à des fûts exceptionnels. Pour vous donner une idée, cette année, alors qu'on a commencé en 2012, on va embouteiller 31 fûts pour le monde entier. Donc, 31 fûts à 400 bouteilles, on parle de 12-13 000 bouteilles. Si vous prenez une marque, la plus grande marque de whisky en volume, qui doit être Johnny Walker, c'est 250 millions de bouteilles. On en fait 12 ou 13 000. Donc on a vraiment une approche de haute cuisine, de haute gastronomie. Et le fait de faire des tout petits volumes nous permet à Gaëtan de faire des choses que l'on ne peut pas faire si vous avez des volumes importants. C'est aussi simple que ça. Il y a le temps aussi, parce qu'on a augmenté, évidemment, avec la distillerie, on a augmenté nos stocks.
Mais on a des stocks qui augmentent en volume, mais en âge, il faut attendre. C'est-à-dire que quand je dis qu'on a commencé en 2012 et qu'on a commencé à commercialiser en 2019, c'est sûr qu'on n'a pas commercialisé les 3 ans. Donc voilà, donc c'est aussi ça. Il faut laisser le temps au temps, parce que le temps ne le remplace pas. On peut être un génie de l'assemblage, que je ne pense pas être, mais voilà, donc on peut faire les meilleures choses au niveau de l'assemblage, mais si on ne donne pas le temps, on n'aura pas le bon résultat. Et comme disait un de mes clients hier, il dit, ce qui est important, c'est quand vous avez bu ça, c'est de savoir si vous voulez commander un second verre. Parce qu'on peut parler de toute la technique, ce qui est important, c'est ce que pense le client. Alors, on alloue 25% de nos volumes à la France. Tous nos whiskies sont vendus. En ce moment même, on est en rupture de stock de 3 de nos 4 références. Tous nos whiskies sont vendus. On voit une forte accélération de nos ventes à l'international. Mais on alloue malgré tout 25% à la France, parce qu'on est français, avant tout, et très content de ça. Mais ça reste 25% de 12 000 bouteilles. Donc, ce sont des tout petits volumes, en fait. Voilà. Et dans le cas, par exemple, de Intrigue, que vous avez dégusté, la 4e référence, tout est vendu également. En fait, dès que c'est embouteillé, c'est vendu, quoi. Je vous conseille de ressentir les dernières gouttes d'Intrigue qui restent dans votre verre, parce que c'est comme ça que je fais en général. Je laisse le lendemain matin, quand je fais une dégustation, je laisse une goutte dans mon verre des meilleurs whisky pour voir comment ça évolue au niveau aromatique, parce que c'est quelque chose d'assez impressionnant sur tous les grands whiskies. Quand on fait ça, on a un côté aromatique qui est très concentré et qui donne vraiment la nature du produit. Merci.